Insécurité, santé et fiscalité. À 46 jours du premier tour des élections municipales, les 3 premières priorités des Français rejoignent les enjeux nationaux. Il y a tout un contexte national qui a infusé dans l'esprit des Français. Aujourd'hui, on sait que c'est une élection qui va se jouer sur des enjeux pris en main par les maires, mais qui découlent directement des préoccupations nationales. La succession de gouvernements et le récent blocage parlementaire lié au budget ont installé une lassitude des électeurs pour la politique nationale. Mais à l'échelle locale, 6 Français sur 10 disent avoir encore confiance en leur maire pour améliorer leur cadre de vie. L'attention des Français sera mise sur ce que proposent les maires sur ce scrutin parce qu'ils sont très attendus, ils sont identifiés comme des experts du terrain des communes, légitimes pour prendre des décisions et pour protéger les citoyens et améliorer leurs conditions de vie. De leur côté, les élus sortants veulent rester mobilisés pour leurs administrés. Plus de 60% d'entre eux envisagent de se représenter en mars prochain. Ça montre la grande volonté des maires de s'investir pour leurs citoyens, parce qu'on est au sortir d'un mandat qui a été très compliqué pour les élus municipaux, avec la crise sanitaire, avec la crise énergétique, avec les inquiétudes sur les dotations des collectivités, avec une augmentation des incivilités et des violences sur les élus. Mais si 60% des maires sortants veulent rempiler pour 6 ans, seul un électeur sur 2 a envie de réélire le maire de sa commune. Ce grand débat des maires à moins de 50 jours des municipales. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Merci d'être là, maire LR de Taverny, et dans le Val d'Oise. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, maire Renaissance de Nevers dans la Nièvre. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Maire socialiste d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Éric Piolle, bonjour. Maire écologiste de Grenoble en Isère. Merci d'avoir accepté ce débat qui sera ponctué d'interventions de la presse quotidienne régionale comme tous les jours dans cette émission. On sera à Rennes, on sera à Montpellier, on sera à Tours avec les journalistes de la presse régionale qui vous interrogeront sur les différents sujets qu'on va aborder. Mais d'abord, on a entendu par la voix d'Erwan Lestrohan, le sondeur, les enjeux et puis l'état d'esprit. Maintenant, à moins de 50 jours des municipales, vous êtes en campagne sur le terrain, chacun. Première question, dans quel état d'esprit sont vos administrés? Comment se passe cette campagne sur le terrain, Florence Portelli? Je pars pour ma part, mais je trouve très bien. Il y a une vraie différence entre ce que ressentent nos compatriotes par rapport à ce qui se passe au niveau national. On sent une lassitude, un ras-le-bol, parfois même, ils ont vraiment même plus envie d'en parler. Et puis au niveau local, il y a une espèce de continuité, je pense, qui est rassurante pour eux, honnêtement. Luc Carvounas? Pareil, parce qu'on sort d'une séquence de débats budgétaires où nos habitants, on l'a vu à l'occasion de nos vœux respectifs, on les a croisés, ils nous ont dit il est temps qu'on passe à autre chose. Et moi, ce que je ressens dans ce début de campagne, c'est qu'on représente, nous les maires, finalement, dans un climat très anxiogène où on nous parle de problématiques de guerre avec l'Ukraine, avec l'Iran, etc. Finalement, moi, je sens que les habitants, ils se retrouvent bien là où ils vivent avec leurs enfants, leurs grands-parents, leurs amis, et que le bloc communal représente finalement une valeur refuge qui, je crois, sera plébiscitée le 15 mars prochain, parce que j'ai souvenir, le 15 mars 2020, c'était le même jour, 31 000 maires ont été élus dès le premier tour. 31 000 maires. Et je pense que ce phénomène va se réactualiser, voire un peu plus, à l'occasion de ce mandat, parce que la majorité, on a fait le job. Et encore une fois, on l'a fait dans des difficultés majeures. Je parle évidemment de la crise sanitaire pendant les 2 premières années du mandat, mais aussi de la crise provoquée par la guerre en Ukraine, etc., etc. Et pourtant, on a tenu bon. Voilà. Et une majorité de maires, malgré ce qu'on entendait, se représentent parce qu'ils ont envie de continuer l'histoire avec leurs habitants. Denis Thuriot. Moi, je les sens intéressés, déterminés aussi par rapport au projet qu'on va leur présenter, parce que mes 2 collègues l'ont dit à leur façon. Aujourd'hui, c'est quand même la cacophonie nationale et on sent bien qu'il y a peu de projets qui sortent. Bon, en ce moment, il y a la discussion sur la fin de vie qui est importante, mais ce sont quand même les maires, les présidents d'intercommunalité qui font tourner la France depuis quelques mois largement, par les marchés publics, par l'emploi qu'on permet de préserver, donc par les projets qu'on porte. Et je pense que je les sens effectivement plus intéressés que jamais parce qu'on va leur proposer de concret, même si on va le voir tout à l'heure, on est concernés par des thématiques qui dans l'absolu ne devraient pas nous concerner trop, comme la sécurité et la santé.
Mais en tout cas, je pense que ce sera sans doute une élection avec pas mal de participants, si on croit un peu ce que les gens nous disent. Et puis, écoutez, c'est très bien comme ça, et à nous de jouer. Et je pense qu'ils sont conscients aussi que les maires portent beaucoup de choses et incarnent aussi, en tout cas pour les maires sortants, ça suffira pas forcément pour être élus, évidemment, mais une certaine stabilité rassurante par rapport à la situation nationale et internationale. Éric Piolle, vous ne vous représentez pas à Grenoble. Hein. On imagine qu'évidemment, vous êtes néanmoins sur le terrain. Comment vous les sentez? Ils sont intéressés quand même par cette élection municipale et par les enjeux locaux, ou il y a aussi une résonance nationale? Il y a une inquiétude générale géopolitique. Évidemment, on a l'impression qu'on bascule dans un autre monde et qu'on est rattrapé par à la fois le changement climatique, sécheresse, inondations, grands incendies, mais aussi par un contexte identitaire à l'échelle et le retour des empires impérialistes. Donc cette inquiétude, elle est très perceptible, en plus de mouvements de soutien très forts qui continuent, évidemment, autour de Gaza en premier lieu, mais avec les autres conflits en ligne de mire. Nous recevons là l'ambassadeur d'Ukraine en France la semaine prochaine. Tout ça nous mobilise et ça mobilise les gens. Mais de fait, ils s'intéressent aussi à leurs conditions de vie. Et dans cette inquiétude, comme mes collègues, hein, je veux dire que dans cette inquiétude, ils disent là, voilà, on touche du réel, du concret. Le changement, il est dur quand même, mais on en voit le résultat. Donc c'est intéressant. Et peut-être un message, puisque nous sommes ici au Sénat, un message aux parlementaires et surtout au gouvernement, c'est que dans cette bordélisation de la vie politique française depuis 2022, mais encore plus depuis la dissolution de 2024, si on pouvait préserver ce qui marche encore, à savoir les collectivités, ça serait pas mal. Quand on voit à nouveau des coupes là, de 2 milliards, l'année dernière c'était 6 milliards, bon, on est en train de fragiliser le pilier de la société française qui, partout sur le territoire, permet de faire fonctionner au quotidien, d'essayer de réduire les inégalités, de s'adapter au changement climatique, de lutter contre le changement climatique et de faire des choses concrètes au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pas récent. Hein. La taxe sur le bloc communal, sur les collectivités territoriales en général, enfin tous les collègues, quel que soit le bord politique avec Luc, on est à l'Association des maires de France, c'est catastrophique. Hein. Moi, je fais le calcul de tout ce qui m'a été ponctionné depuis que je suis maire, mais c'est terrible. Puis en plus, je suis depuis 2014, je crois que c'est la génération qui a connu le plus de coupes. Ça a été vraiment extrêmement difficile. Et puis ce qui est difficile, c'est que nos partenaires en général, pour soutenir les projets, départements, régions, se font aussi complètement assassiner fiscalement. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on est un pays où l'autonomie des collectivités locales, c'est une blague. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'il y a une tentative de vassalisation des collectivités territoriales, que nous on dénonce régulièrement, d'ailleurs gauche comme droite, pour dire que c'est pas sain, parce que si les collectivités n'arrivent plus à investir, on est le premier financeur quand même public pour tout ce qui est investissement, etc. Si on n'arrive plus à payer nos polices municipales, si on n'arrive plus à payer nos crèches, vous voyez, à financer ce qu'on fait dans les écoles, le pays il coule. On est aussi les garants du lien social, on finance aussi, on subventionne les associations qui sont aussi les garants du tissu social. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays, honnêtement. Et à un moment, on ne pourra pas combler toujours les problèmes de déficit de l'État. Mais est-ce que vous comprenez, il y a eu une bascule, effectivement, juste après notre élection. Oui. Nous avons, il se trouve, été élus en 2014. C'est 2 semaines après notre élection, Manuel Valls, qui venait par une espèce de mini-putsch, il avait fait 5% à la primaire du PS, donc on peut dire que le gars n'était pas parti sur une voie royale tout d'un coup pour se retrouver Premier ministre, mais bon, les arcanes de la vie politique ont fait que... François de Rugy tout autant. Oui, enfin, il n'est pas devenu Premier ministre, François de Rugy, il continue de se perdre, camarade. Mais a annoncé, mi-avril, des coupes de dépenses dans les collectivités, 11 milliards d'euros. Pour nous, c'est 1 mois de budget. Il faut mesurer ce que c'est. 1 mois de budget qui ont été coupés pour la ville de Grenoble. Et c'est un mouvement de recentralisation. Depuis 82, vous avez décentralisation. La France, on disait trop jacobine, trop machin. Bon, voilà, il faut donner du pouvoir au territoire. Et là, on a recentralisé. Et avec l'arrivée de Macron, c'est encore pire. Parce qu'on a l'impression que dans leur tête, on est juste... Moi, j'ai quand même eu une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui, à la préfecture, dans un repas, on n'était pas plus de 10, nous a dit, à moi et au président du département et à moi-même, que nous étions là pour appliquer la politique du gouvernement. Alors, on a dit, non, en fait, on a été élus sur des projets différents. Vous ne pouvez pas penser qu'on est juste là, des petits qui sont là pour appliquer vos contrats léonins. Ça ne marche pas comme ça. Denis Thuriot, trop centralisateur, et Emmanuel Macron, il bride les collectivités ? Alors, c'est le paradoxe. D'abord, c'est le seul qui n'a pas touché à la DGF et elle a baissé. Elle a été baissée pour certaines communes par un mécanisme. Mais la dotation globale de fonctionnement n'a pas été baissée depuis 2017.
Après, il y a des mécanismes qui ont fait que certaines communes ont perdu. Mais il n'y a jamais eu une baisse de la dotation globale de fonctionnement pour personne. Ça, c'est vrai. 2,5 millions. Ensuite, avant de savoir si tel et tel était légitime ou pas, enfin, je rappelle, François Hollande n'avait pas fait aussi beaucoup de pourcents et s'est retrouvé président de la République. Donc ça, c'est la vie politique. Moi, ce que je veux dire par là, c'est le paradoxe. Et évidemment que c'est dur. Mais vous le savez, on se doit, nous, d'avoir un budget à l'équilibre. Et je crois que 89% des maires considèrent qu'ils ont une bonne gestion et que leur budget est correct. Ça ne veut pas dire que c'est pas dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être innovant, il ne faut pas aller chercher plus de fonds européens, qu'effectivement, quand nos partenaires, je suis aussi élu régional, quand la région donne moins aux collectivités locales, ça a un impact aussi. Bien sûr que c'est compliqué, on doit être plus que jamais inventif et innovant. Bon, le budget est enfin voté sur le plan national, ce qui est quand même important pour avoir de la lisibilité, malheureusement pas dans les conditions qu'on aurait voulu, mais il faut arrêter de tout mettre sur Emmanuel Macron. Je veux dire, la situation, Florence Porté le disait, ça fait très longtemps qu'on l'ordre sur les collectivités. Le DILICO ne s'appliquera pas aux communes, le DILICO, vous savez, c'est cette fameuse somme qu'on met de côté. Il faut mettre cette fameuse somme de côté pour contribuer après la dépense publique. Donc voilà, non, c'est extrêmement compliqué, peu importe l'appartenance politique. N'empêche qu'on s'en sort aujourd'hui. Non, mais justement, le DILICO, mais qui l'a créé, le DILICO ? Le DILICO, c'est quand même génial. C'est pour les gens qui écoutent le dispositif de lissage conjoncturel. J'ai pas dit que j'étais pour, j'ai dit qu'il s'applique pas aux communes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette année, dispositif de lissage conjoncturel, c'est une création, un ovni de Bercy pour te dire en gros, j'arrive pas à trouver de l'argent, je vais t'en piquer. Et puis un jour, je te le rendrai quand ça ira mieux. Ou pas. Comme ça ira jamais mieux, vous le verrez jamais. L'année dernière. Mais les collectivités ont été ponctionnées avec cette création honteuse qui est du vol, ça s'appelle du racket. Alors pas tout. Moi j'ai quand même, on arrive à la fin des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, c'est pas moi qui le dis, ce sont les grands spécialistes de la question du logement. Jamais un président de la République s'est aussi peu intéressé à la question du logement. On va en parler du logement. Je le sais, on va pouvoir en reparler très bien. Jamais un président de la République n'a montré aussi peu d'intérêt aux collectivités territoriales. C'est pas son histoire, c'est pas son sujet, il l'a démontré. Et dans ce qu'a dit Éric Piolle comme Florence Portilli, c'est très important. D'abord, effectivement, toutes les collectivités territoriales de France, nous portons 75% des investissements publics. Sur ces 30 dernières années, la part de la dette publique pour les collectivités, ça n'a jamais dépassé 9%. Alors qu'en 10 ans, le président de la République nous aura grévé de 1500 milliards de dettes publiques supplémentaires. Et après, on nous dit, comme on n'a été pas bon au niveau de l'État, qui aurait dû être un État stratège, on va aller faire les poches des collectivités territoriales avec cette histoire. Et je l'ai dit à certains ministres des Comptes publics avec une autre casquette, celle de président de l'UNCAS, quand on a lu le rapport de la Cour des comptes il y a 2 ans, qui disait, assez stupéfaite, qu'il y avait un effet ciseau, que l'épargne brute des collectivités, régions et départements devenait négative. Je lui dis que les collectivités, les communes allaient avoir le même effet ciseau à l'horizon 2028-2029, sauf que Bercy donne à ses ministres les chiffres à date et jamais dans les prospectives. Et donc, on va aller au pied du mur. Quand ça les arrange. Et ça va être une catastrophe. Mais ça, c'est pas nouveau. Sous François Hollande, on a eu une baisse de dotation globale de fonctionnement de 30%. Oui, on n'avait pas plus de 9% de responsabilité de la dette publique. Non, mais il y a une continuité, effectivement. Et ce qui est important, moi, en ce moment, le Premier ministre consulte pas mal de maires. Moi, j'ai fait une note sur ce que je pensais de la décentralisation, sur le maillage de la santé aussi en France. On verra. Mais en tout cas, je trouve intéressant la démarche de s'appuyer sur les élus locaux pour justement faire une vraie décentralisation et qu'on arrête de donner des compétences aux communes ou aux intercommunalités sans forcément leur donner les moyens. Et ça non plus, c'est pas nouveau. Allez, selon les enquêtes d'opinion, le thème de préoccupation majeure des Français pour ces municipales, c'est la question de la sécurité. Pour en parler, on va aller à Rennes. On retrouve Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Et Stéphane, vous vouliez justement intervenir sur cette question. Oui, bonjour Oriane, bonjour aux 4 maires présents sur votre plateau. Le narcotrafic comme thème de sécurité, on a le sentiment que cela va s'inviter fortement dans cette campagne des municipales. Rennes, habituellement très calme comme capitale régionale, a cédé à cette vague du narcotrafic en 2025 avec de nombreuses victimes. J'aimerais vous poser une question à tous les 4 pour bien connaître vos préconisations. On entend selon les partis politiques des divergences sur les moyens. Faut-il plus de forces de police ? Habituellement, l'ensemble des partis sont d'accord. Faut-il armer la police municipale ? Là, il y a un véritable débat. Et puis, faut-il accroître les caméras de surveillance ? Voilà pour ce thème qui vraiment s'est invité ces derniers mois et qui sera peut-être un juge de paix pour ces prochaines municipales.
Monsieur le maire, Madame Portelli, faut-il armer ou pas la police municipale? Je vais vous répondre, je l'ai armée depuis 2016. Ma police municipale est armée, a des caméras piétons, a des formations, parce que ne pas armer sa police municipale, c'est mettre en danger son fonctionnaire. Parce que le foudingue dans la rue, ou le terroriste, il ne va pas faire le distinguo entre un policier national et un policier municipal. Et ça s'est déjà vu. Et l'utilité de nos polices municipales, en fait, les questions régaliennes comme le logement il y a quelques décennies, aujourd'hui la sécurité publique et maintenant les questions de santé sont passées de l'ordre du régalien au transfert vers le bloc communal. Et donc nous portons désormais ces politiques publiques. Alors la question du narcotrafic n'est pas la même, selon moi, dans les grandes villes que dans les villes moyennes. Il y a des trafics de drogue évidemment partout, il ne faut pas non plus faire son noix blanche. Mais en même temps, je vois bien, moi, aujourd'hui, la complémentarité entre ma police municipale et la police nationale, puisque j'ai un commissariat de plein exercice à Alfortville, et le chef de la circonscription dit souvent « je n'ai pas de police, j'ai qu'une police », parce qu'ils s'entendent très bien, et je l'ai vu physiquement au moment des émeutes de juillet 2023. C'est une question qui fait débat à gauche. Alors elle a fait débat, pour être tout à fait franc, elle a fait débat au Parti Socialiste dans les années 2000. Et puis à partir de 2010, tout le monde a compris au Parti Socialiste, c'était devenu une question vitale, et c'était plus une question de gauche ou de droite, mais juste un droit que l'on doit à nos concitoyens. Éric Piolle. Il faut l'armer ou pas, la police municipale? J'ai un regard un petit peu différent. Pourquoi? Parce que, il a dit, le Parti Socialiste a glissé, pas tous, hein, notamment Nantes, Rennes, il y en a qui tiennent quand même le cap. On voit le résultat. Mais en fait, il n'y a pas de résultat. Pour vous, ne pas l'armer, c'est tenir parce le que cap. non, c'est une catastrophe. En fait, la réalité, c'est que la société française est en échec face au narcotrafic. C'est-à-dire que vous pouvez multiplier les caméras de vidéosurveillance, ça a été fait à Nice. Bon, à Nice, à l'automne dernier, il y a eu des morts encore, des fusillades, des personnes qui étaient là et qui n'avaient rien à voir avec le trafic qui ont été blessées. Au Havre, on ne va pas se tourner vers Édouard Philippe pour lui dire « Bon, alors, vous êtes la principale source d'entrée de cocaïne en France, que faites-vous, monsieur le maire, pour bloquer cette entrée de cocaïne ?» Tout ça montre une absence de stratégie. Donc, à Grenoble, nous avons aussi armé notre police municipale de pistolets à impulsion électrique qui est en lien avec leur mission. Et nous les avons également équipés de caméras piétons. La question de savoir est-ce qu'il faut les armer d'une arme létale ou pas, c'est une question d'employeur, c'est ce que Luc disait. Et moi, je considère qu'ils sont plus exposés en étant armés d'armes létales que pas. Mais ça, c'est ma responsabilité d'employeur. Ça n'a rien à voir avec la stratégie de lutte contre le narcotrafic. Armer sa police municipale ne va pas faire qu'ils vont poursuivre les narcotrafiquants. Et même au-delà du narcotrafic, sur la sécurité en général, vous considérez que c'est pas forcément armer la police municipale d'armes létales, c'est pas la bonne solution? En fait, ça n'est pas une politique publique de lutte contre le narcotrafic. Armé ou pas, n'est pas une... Donc il faudrait dézoomer. Regardez ce qu'a fait l'Islande, travailler d'abord sur les consommateurs. En Islande, il y avait un gros problème d'alcool chez les jeunes. Ils ont dit OK, il n'y a pas le même nombre d'habitants, hein. C'est pas comparable. Non, c'est une grosse ville. L'Islande, c'est une grosse ville. Bah oui. 300 000 habitants. Bah oui, mais où il y a une criminalité quasiment égale à zéro. Nous sommes maires d'une grosse ville. Vous êtes maire d'une ville de 30 000 habitants. Moi, maire d'une ville de 160 000. Mais donc la lutte est passée par un acte de santé publique. Culture, sport, environnement familial. Et c'est ça qui a permis de baisser la consommation d'alcool chez les jeunes islandais. Donc on pourrait, nous travaillons, et je pense que tous ici, nous travaillons de la prévention jusqu'à la réinsertion. Nous accueillons des travaux d'intérêt généraux sur le volet réinsertion. Nous travaillons sur éducation populaire, prévention. Le reste, nous demandons tous effectivement des effectifs de police. À Grenoble, les syndicats en demandent une grosse centaine. C'est ça qui manque depuis les coupes de Nicolas Sarkozy. Mais dézoomons et faisons un peu de science pour ne pas juste poursuivre en disant tiens, ça rame et finalement on va continuer à faire plus d'une chose qui ne marche pas. Florence Portelli, qu'est-ce que vous répondez à Éric Piolle? Alors moi, je n'avais pas envie que ma police municipale soit de la chair à canon, quoi. Donc, j'ai aucun dogme là-dessus, c'est du pragmatisme. Il y a une policière municipale qui a été victime d'un terroriste en 2015. Voilà, je veux dire, c'est à partir du moment où il y a un uniforme, on prend des balles. Donc à partir de là, je ne vais pas les armer avec un tonfa, quoi. Donc ils sont armés, ils sont formés. D'ailleurs, dans la presse, j'ai jamais entendu parler de bavure, entre guillemets, de la police municipale. Ils ont aussi des caméras piétons. Pas parce que j'ai de la suspicion
sur eux. Ça a permis d'ailleurs parfois d'avoir l'effet inverse quand des gens disent « votre police, évidemment, elle est ceci, elle est cela ». On dit « manque de peau, j'ai vu les images, je vous les montre ». Donc ça permet aussi de désamorcer beaucoup de conflits. Et je vous disais, je suis pragmatique parce qu'aujourd'hui, les temps ont changé. La police municipale a un statut qui date de 1999, ce qui est une totale aberration. Elle ne peut pas faire de fouille de véhicules, elle ne peut pas faire de contrôle d'identité, elle ne peut pas faire réellement en fait, de contrôle de squat de hall d'immeubles qui pourrissent la vie des gens, elle ne peut pas, sans ordre de l'OPJ, pouvoir vraiment sanctionner par des amendes les gens qui consomment de la drogue. Donc aujourd'hui, il y a le Beauvau des polices municipales qui doit passer d'ailleurs là, qui doit être adopté dans peu de temps. Moi, je peux vous dire, il y a le texte au Sénat la semaine prochaine. Oui, voilà, mais qui devrait être adopté dans très peu de temps. Moi, je prends tout le kit. La sécurité, c'est la première des libertés. Et là, la seule chose où je suis d'accord avec vous, c'est que nous, on fait énormément pour éduquer les gens contre la violence. On fait de la philosophie en maternelle, on fait de l'éducation artistique et culturelle du conservatoire dans toutes les écoles de la République. On fait le dispositif Demos. Évidemment, l'intelligence, l'empathie se développe par l'éducation quand on est petit. On a aussi un conseil des droits et devoirs des familles. Je prends des tiges. Donc tout ça, on le fait. Mais face à la violence de la société d'aujourd'hui et face à la montée du narcotrafic, on ne peut pas rester avec des mesurettes à la bisounours, quoi. C'est pas possible. Mais miser sur la prévention, c'est ce que vous... Mais il faut faire les deux. Il faut faire tout. Rien n'est opposé. Je prends tout le kit. Les deux. Je vous dis, mais je pense que dans le Val d'Oise, je suis la maire qui fait le plus en matière d'éducation artistique et culturelle. On fait même des programmes pour... la culture, ça va des femmes enceintes jusqu'à la fin de vie. Donc vraiment, et on est convaincus de ça. Moi, je pense que la culture sauvera le monde et que l'éducation, ça devrait être la première des thématiques de tous les partis politiques. Mais... aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'attendre les fruits d'un travail qui d'ailleurs n'est pas porté par l'État en matière d'éducation et de culture, et même en matière d'ailleurs de logement et de déghettoisation. Donc à côté de ça, dans la société qu'on vit aujourd'hui, il faut des polices municipales armées, il faut des caméras, il faut un Beauvau des polices municipales qui leur donne plus de pouvoir, et il faut admettre qu'on est dans une société qui est plus violente, où il y a aussi un problème de réponse pénale. Denis Thuriot, est-ce que l'État se décharge un peu sur les maires en matière de sécurité ? Il y a une insuffisance d'effectifs dans les commissariats de police, moins dans les gendarmeries. D'ailleurs, c'est pas tout à fait exact de dire que les trafics sont surtout dans les grandes villes. Ils sont surtout délocalisés dans les campagnes maintenant, là où les gens sont tranquilles. Et je le vois dans une ville médiane comme Nevers, à 2 heures de Paris, quand ça va bien. On est aussi une zone, et c'est pas nouveau d'ailleurs. Moi qui suis avocat de profession, je connais quand même bien le sujet. Et en réalité, on a acheté la paix sociale. On a laissé faire dans beaucoup de quartiers pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est la face cachée de l'iceberg qui sort. Et moi, j'ai armé la police aussi, parce que souvent, elle fait des patrouilles mixtes. Donc si déjà le policier national, il faut qu'il protège le policier municipal, ça n'a pas de sens. J'étais parti sur 100 caméras, aujourd'hui je suis à 300 flux, parce que des nouvelles caméras qui permettent d'avoir 5 caméras en une. Donc aujourd'hui on est à 300 et on va continuer. Et moi je me suis positionné pour être ville expérimentale, pour avoir des policiers qui aident, qui deviennent officiers de police judiciaire pour aider aux enquêtes et à la rapidité des enquêtes qui sont souvent très longues, parfois trop longues. Vous évoquez le projet de loi qui va passer, qui va permettre à nos policiers municipaux, moi j'ai même une police intercommunale, donc sur plusieurs communes, qui vont pouvoir enfin verbaliser directement les infractions liées aux stupéfiants, alors qu'aujourd'hui ils sont obligés d'appeler un policier national pour le faire, même s'ils peuvent constater. Donc voilà, bien sûr qu'on monte en puissance. Moi je dis toujours, vous savez, à ce moment-là c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'enseignement supérieur, si on dit c'est l'État et puis ça, on va pouvoir attendre longtemps, parce que l'État c'est aussi nous quelque part, on voit bien que ça serait compliqué. Donc voilà, moi je suis tendance à dire, il faut qu'on partage les choses et qu'on prenne aussi des choses en main, parce que les gens, ils attendent beaucoup de leur mère, sans doute beaucoup trop, mais c'est comme ça, il faut qu'on réponde. Et si on leur dit, c'est l'État, peu importe, eux ils veulent être protégés, après ils distinguent pas quelle est la police qui protège, et dans l'absolu, c'est vrai que c'est bien qu'il n'y ait qu'une police. Puis sur des questions de sécurité publique, moi ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup plus de volontaires aujourd'hui pour entrer dans une police municipale que dans la police nationale. Et beaucoup de gendarmes ou de policiers nationaux. Parce que nous donnons les moyens à nos fonctionnaires de travailler avec un outil de travail qui est très performant. Moi, je l'ai vu comme député de ma circonscription il y a quelques années. J'étais allé visiter le commissariat de Vitry-sur-Seine. Mais la police nationale, c'est la fonction publique d'État la plus pauvre qui soit, dans des conditions de travail lamentables. Moi, je vous parlais de mon commissariat, c'est moi, maire, qui l'ai entièrement réhabilité. Alors, le DTSP de l'époque, le directeur territorial de la sécurité publique, m'avait dit merci, tant mieux. C'est même moi qui ai équipé, après des échauffourées autour de mon lycée, ma police nationale, parce qu'ils n'avaient même pas les boucliers et autres. Voilà aujourd'hui jusqu'où un maire peut aller pour donner les moyens à sa police nationale comme à sa police municipale de protéger ses concitoyens. Juste pour terminer sur la question du narcotrafic, vous parliez, Éric Piolle, tout à l'heure, des consommateurs. Est-ce qu'il faut plus les pénaliser, ces consommateurs ?
Il faut en tous les cas, le problème du consommateur, c'est que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafiquant. Donc moi, je suis pour le pénaliser, mais surtout qu'il y ait une certitude de la peine. Évidemment, il y a plusieurs types de consommation, mais il faut en tous les cas que celui qui participe finalement à un trafic, c'est une participation à un trafic, évidemment qu'il n'y ait pas une impunité. Et en fait, le problème aujourd'hui de la réponse pénale, en général, c'est pas forcément un problème de sévérité, c'est un problème de certitude de la peine. C'est-à-dire, vous faites n'importe quoi, il n'y a rien qui tombe. Et ça, c'est lié aussi à des tas de freins qui sont liés à des inadaptations. On parlait de la loi sur la police municipale, mais c'est hyper important ce texte. Parce qu'aujourd'hui, nos policiers sont entravés. Ils constatent du trafic de stupes ou de la consommation de stupes. Ils sont pratiquement dépourvus de moyens. C'est pas normal. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas normal. Donc oui, si vous voulez enrayer le trafic, il faut aussi enrayer la consommation. Bon, on peut là aussi dézoomer un petit peu. On peut avoir une politique répressive sur les consommateurs, mais la question, c'est pourquoi ils se droguent. Si en France, vous prenez la somme de ceux qui fument du cannabis pour se déstresser, enfin on est sorti des drogues récréatives, s'il n'y avait que le problème des drogues récréatives et des personnes sous addiction parce qu'ils veulent un peu s'effacer de la société avec des troubles de parcours de vie très compliqués, voilà, nous aurions le problème que nous avions dans les années 80. Ça a radicalement changé. Maintenant, les gens se droguent pour se déstresser, se droguent la cocaïne pour rester dans la performance du système. Et ça reste marquant. Donc évidemment qu'il faut prendre la question de la santé publique en premier chef. Il faut rajouter toutes les drogues légales, parce que là nous parlons du volet narcotrafic, mais il y a les drogues légales. Donc on peut continuer à se dire on fait du tout répressif, on a la loi la plus répressive d'Europe. Ça ne marche pas. On est passé de 60 000 personnes dans les prisons à 85 000 personnes dans les prisons. Mais ça, c'est pas que lié au produit. Ça n'a rien à voir. En 4 ans, nous avons augmenté, c'est principalement pour le stup. En 4 ans, c'est ça qui engorge les tribunaux aujourd'hui, parce qu'il y a cette montée de la violence avec la circulation des armes, engorge les tribunaux. Et donc nous sommes passés de 60 000 à 85 000. Est-ce que ça va mieux? Mais il y a d'autres raisons. J'ai pas l'impression que depuis 4 ans ça va mieux. En tout cas, nous, ça va moins bien. L'exploitation d'êtres humains, l'exploitation de personnes de plus en plus jeunes, l'exploitation de mineurs non accompagnés, c'est majeur. Donc peut-être qu'il y a un moment, il faut faire un petit pas de côté et étudier, juste accueillir les scientifiques. Enfin, c'est comme si on faisait pour le climat. On s'en foutait de la science et on dit voilà, on va inventer la drogue, vous comparez? Non, mais il y avait le fameux débat. Je dis juste qu'en termes d'approche, pour le climat, on se dit tiens, on va s'appuyer sur la science. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Un violeur, pour la exemple, sécurité. Un violeur, oui, il faut peut-être le soigner, mais en même temps, il faut s'y punir. On parle du narcotrafic, on parle des deux, en fait. On parle de protéger, ça n'empêche pas de faire de la prévention. Pour le narcotrafic, on s'affranchit de la science et on a des ministres de l'Intérieur qui arrivent tous, le nez au vent, en disant vous allez voir avec moi, plus jamais ça, tolérance zéro. Vous faites quoi? Sarkozy est devenu premier président grâce à ça. Valls s'est fait un nom grâce à ça au ministère de l'Intérieur. Il y avait le fameux Retailleau et Darmanin sont devenus présidentiables par le passage au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'ils ont amélioré les choses? La réponse est... plus du sujet. Florence Fortelli, puisque vous avez une question pour Eric Piolle. Non, mais ça donne quoi dans votre ville? Parce que, excusez-moi, quand on voit le bilan, mais sur la sécurité, le narcotrafic à Grenoble, les grands débats lénifiants, ça a donné quoi concrètement en termes de baisse de la violence? Mais ça ne baisse pas. Là, franchement, nous sommes en échec, je le reconnais gentiment. Il faut pas un peu des deux, honnêtement, ce que vous dites, c'est pertinent. Mais évidemment, il faut toute la chaîne, mais ça aussi, toute la chaîne, vous le faites. Je dis juste que notre stratégie nationale ne marche pas. Et faire peser ça sur les maires, ça veut aussi dire que les maires qui auront des moyens financiers, qui décideront de les mettre, ça ira bien. Et puis vous irez dans des mairies extrêmement pauvres, avec peu de moyens, notamment dans 93. Il y a les régions qui veulent prendre aussi la compétence sécurité. On va se retrouver avec le Moi, je voulais revenir à quelque chose parce qu'on parle plus de narcotrafic là, pardon. Ceux qui dérouillent. Il y avait il y a quelques années le fameux débat dépénalisation, légalisation de certaines drogues style cannabis. Bon, il est moins présent aujourd'hui et comme pour le reste de la sécurité. D'ailleurs, souvent, des combats de sécurité, on nous dit, vous ne parlez pas de prévention. Bien sûr qu'on en fait tous, on met énormément de moyens avec les départements sur la prévention, mais on sait que ça ne suffit pas, sinon on serait dans un monde merveilleux. Par contre, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que de plus en plus de revendeurs de drogue ne consomment pas. Il y a malheureusement, j'étais avec sa maman il n'y a pas longtemps, un jeune qui faisait partie des noyés dans la voiture, c'est qui est tombé dans une piscine, qui est Nivernais, et c'est la DZ Mafia qui est venue le chercher et le descendre dans le sud. Et ça se passe de plus en plus, même dans nos départements dits ruraux. Donc c'est ça l'inquiétude. C'est comment prévenir, comment aussi faire qu'un jeune, il ne gagne pas 250 € à 15 ans en faisant plus ses études. Et donc il y a un vrai sujet d'argent, quelque part, en plus du sujet de stupéfiants. Gérald Darmanin, quand il a pris ses fonctions de garde des Sceaux, avant il était ministre de l'Intérieur, il a fait une circulaire, je le sais parce que le procureur de l'époque nous avait réuni les maires du Val-de-Marne, assez simple, où ils ciblaient le narcotrafic et puis la protection des personnes détentrices de l'autorité publique, les policiers, les élus, les enseignants, etc. Et
La lutte contre le narcotrafic relève évidemment de l'État, mais nous, les premiers magistrats de nos communes, on peut aussi aider l'État et ses représentants dans les flux d'argent sale. Parce que nous savons tous, dans nos territoires, où se trouvent ce qu'on appelle les commerces blanchisseuses d'argent. Mais ce n'est pas le rôle du premier magistrat de rentrer dans ce sujet-là, c'est le rôle de l'État. Moi, ce n'est pas mon rôle de dire tel commerce, c'est peut-être un commerce de trafic de drogue, parce que si jamais je mettais le doigt sur quelque chose de lourd, je mets en danger mes fonctionnaires municipaux, je mets en danger mes proches. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être, nous, au pied de tous les murs et à devoir tout faire. Et c'est un vrai sujet aussi, cette histoire des commerces qui sont de faux commerces et qui sont les instruments du blanchiment de l'argent sale lié au narcotrafic. Avec des maires d'ailleurs qui prennent la décision de fermer une partie de ces commerces la nuit. Un dernier mot là-dessus, Amine Kessassi, qui est militant de la lutte anti-drogue, qui maintenant est candidate sur la liste de Benoît Payan à Marseille, veut créer une association de maires engagés contre le narcotrafic. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? On est tous à peu près. Oui, parce qu'on l'est tous. Donc on est tous de fait. Mais n'oublions pas aussi que cette question du narcotrafic prend beaucoup de place. Et évidemment, nous pourrions déplacer le sujet et avoir le même débat sur la sécurité routière. Plus de 3000 morts. Nous, sur la métropole de Grenoble, c'est une dizaine de morts par an. On pourrait faire là du feuilletonnage, le drame, les familles touchées sur les questions de sécurité routière. À Grenoble, en passant à 30 km/h, nous avons baissé le nombre de blessés de 30%. Donc là aussi, c'est de la sécurité. Mais il ne faut pas oublier que la demande aussi de sécurité de nos concitoyens, et évidemment que ça fait peur, le narcotrafic, notamment parce que maintenant c'est tellement cette violence exacerbée fait que c'est à n'importe quelle heure du jour et n'importe où, donc c'est inquiétant, et c'est inquiétant pour nous et pour nos concitoyens, mais il ne faut pas oublier aussi que la demande de sécurité de nos concitoyens, c'est pour les gens qui vivent normalement dans la rue, c'est pour les liens de proximité entre la police et les commerces, avec les associations, les patrouilles, tout ça c'est la police municipale qui l'assure aujourd'hui. C'est parce que la police nationale n'est plus là, ce n'est plus qu'une police d'intervention sur des choses lourdes. Il y a une petite chose qui manque dans le débat en général dans le pays sur ces questions-là, c'est quand vous dites police municipale, elle obéit à un maire. Mais le maire, il y a le problème de son statut. On dit qu'il est officier de police judiciaire, mais en réalité, on est quand même assez limité. Donc je pense qu'il y a une clarification un jour qu'il va falloir mettre sur pied. Et puis aussi, le problème, moi j'ai un CSPDR, contrat local de prévention de la sécurité, de la délinquance et de la radicalisation. La justice participe à ça. Représentants parquet, le préfet, représentants de l'éducation nationale, des bailleurs sociaux, etc. Mais en fait, notre lien avec la justice, il est extrêmement faible. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se disent si on est trop proche du politique et qu'un jour il y a un problème, on va nous accuser de pas, s'attaquer à la corruption des politiques ou je ne sais quoi. Mais il y a une espèce de fossé, moi je trouve, dans la pratique qui s'est creusée entre la justice et les maires. On n'a quasiment pas de dialogue. Et je trouve que honnêtement, sincèrement, c'est vraiment dommage et c'est aussi une vraie problématique. On ne peut pas avoir un maillon de la chaîne qui est absent et des maillons de la chaîne qui ne se parlent pas assez. Et la justice peut nous confier des rappels à l'ordre pour les petites incivilités des plus jeunes et ça, c'est pas assez su. On va passer c'est pas le cas à Grenoble. Le procureur, il est présent. On fait des groupements locaux de traitement de la délinquance sur des quartiers particuliers. Le procureur, il est là, aux côtés de la police. Oui, mais c'est après comment nous confie des TIG, franchement, la coopération des moyens et le dialogue, je trouve, marche bien. Par contre, on n'est pas associé à la stratégie qui reste la stratégie des ministres de l'Intérieur successifs. On va passer à un autre sujet, parce qu'on a évidemment d'autres thèmes à aborder. La question de l'écologie. Quels aménagements pour nos villes? Quelle place pour la voiture? On va aller à Montpellier. Bonjour Vincent Coste. Merci beaucoup d'être avec nous. Vincent, journaliste au Midi Libre. Bonjour. Et vous Bonjour allez interroger nos maires sur la gratuité des transports. Oui, c'est un sujet de plus en plus prégnant qui monte dans cette campagne municipale et je voulais partir sur ce sujet avec comme exemple celui de la ville de Montpellier, puisqu'en décembre 2023, il y a un peu plus de 2 ans donc, a été actée et mise en place définitivement, complètement, la gratuité des transports à Montpellier, bus et tramway, pour l'ensemble des habitants de Montpellier et de la métropole de Montpellier. Ce qui représente, Montpellier, c'est environ 300 000 habitants. La métropole, c'est plus de 500 000 habitants. Et c'est la première fois. Cette expérience avait été tentée et avait abouti dans des villes de taille moyenne ou plus petite. C'est la première fois qu'une expérience aboutissait ainsi.
dans une métropole de cette dimension d'un demi-million d'habitants. Voilà, je voulais savoir pour vous comment vous vous inscrivez dans ce débat, parce que la gratuité des transports est aussi un sujet clivant, qui est assez... il y a les arguments pour, les arguments contre, ses adeptes, ses défenseurs, suscite des fois la controverse. La Cour des comptes s'était exprimée également là-dessus, sur son efficacité par rapport au report modal, par rapport à la transition écologique. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose dans vos communes respectives qui fait débat, et quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que c'est une évolution vers laquelle il faut tendre désormais, puisque en termes de pouvoir d'achat aussi, pour l'usager et le citoyen, l'administré, ça peut être également séduisant. Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent Coste. Luc Arbounès. Bon, moi déjà je félicite tous les maires, quelle que soit leur obédience, qui ont réussi à mettre en place la gratuité des transports. Tant mieux pour les habitants concernés et leur pouvoir d'achat. Après, entre les territoires, il y a quand même des singularités. Moi, je ne peux pas décider de la gratuité des transports. Je dépends de l'opérateur Île-de-France Mobilité, pour ne pas dire d'ânerie. Par contre, comme employeur, je prends en compte, je rembourse 75% du pass Navigo. Déjà, et je reconnais, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a fait une tarification vraiment au plus proche, justement, des franciliens pour améliorer leur pouvoir d'achat. C'était, je crois, une vraie révolution. Donc, en Île-de-France, on est dans des singularités où nous ne sommes pas opérateurs, en fait. Le maire d'Alfortville ne peut pas décider de la gratuité des transports. Et en Île-de-France, il y a juste le Grand Paris Express qui est en train de se mettre en œuvre. C'est plusieurs milliards d'euros d'infrastructures portés par la Société des grands projets. Donc, tout ça a un coût. Et moi, je me dis toujours, quand on dit que le transport est gratuit, c'est jamais gratuit. Parce que derrière, il y a à réhabiliter les équipements, changer les... Parce que l'usager ne paye pas, c'est le contribuable qui le paye. Bien sûr. Ah oui. Oui, quelque part, je pense. Bien sûr. Ah oui, merci, parce que c'est vrai que j'allais venir à cet exemple de la région Île-de-France, parce que nous, c'est assez particulier. Mais en plus, il y a eu de l'argent investi sur le prolongement des lignes 14, avec ligne 15, ligne 16, ligne 17, on va avoir la ligne 18, peut-être une ligne 19 qui va relier le Val d'Oise à Charles de Gaulle et à Paris. C'est des milliards. Et il y a un moment, il faut bien que quelqu'un paye. Alors, il y a eu en effet la tarification unique qui a beaucoup aidé la Grande Couronne. Moi, je vous le dis, partant de Taberny, j'allais à Paris. C'était 5 €, le retour 5 €. Et vous alliez, une fois que vous sortiez, toutes les correspondances, vous allez repayer. Aujourd'hui, avec le Liberté Plus, c'est 2 € à 2,50 €. Donc c'est vrai que ça a été c'est ça qui, en fait, c'est plus l'incitation à pas payer trop cher, mais quand même avoir conscience que ça a un coût. Moi, dans ma collectivité, ce que je fais en complément de ça, parce que quand vous êtes en Grande Couronne, il n'y a pas le métro, il y a le train, donc c'est déjà pas mal. Il y a des bus, mais il n'y a pas le métro. C'est aussi la difficulté de la voiture. Moi, je suis pas contre la voiture, je suis contre la voiture qui pollue. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est facile quand on est riche de s'acheter une voiture non polluante, mais quand vous avez un pouvoir d'achat classique, c'est extrêmement compliqué. Et quand vous êtes un foyer avec plusieurs personnes qui conduisent, en plus, vous saturez l'espace public. Nous, ce qu'on va essayer de développer, c'est de l'autopartage. Vous partez d'un point un soir uniquement de manière épisodique, vous allez à un spectacle ou chez des amis, vous prenez une voiture, vous la louez le temps du trajet et vous la ramenez. Évidemment, une voiture propre, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très très difficile, c'est que vous allez à Paris, si vous n'avez pas un véhicule propre, vous ne pouvez pas stationner, ça coûte une fortune. Donc aujourd'hui, le problème, c'est aussi l'écologie qui est une écologie pour les riches. Quand on dit faut rénover sa maison, faut que la maison soit bas carbone, je suis entièrement d'accord, mais ça coûte une blinde. Et même s'il y a des aides de l'État, elles sont de plus en plus portions congrues. Donc moi, je pense que nous, notre boulot, c'est d'accompagner la transition, la lutte contre le réchauffement climatique, mais avec des mesures de pouvoir d'achat, mais sans être non plus dans la démagogie permanente. Alors, il y a des endroits où c'est plus facile parce que c'est pas les mêmes... vous ne pouvez pas comparer, par exemple, la région Île-de-France, qui est une région monde et qui est une des premières régions du monde en termes d'infrastructures, et financer d'un côté tous ces nouveaux, même le fait que bientôt, cette année, vous n'aurez plus de bus qui ne soient pas propres. Mais tout ça, ça a un coût. Et on ne peut pas dire à nos concitoyens, ça ne coûte rien. Ouais. Vous voyez, dans les écologistes, par exemple ? Non, moi, ce que je reproche aux écologistes, c'est que souvent, ils prônent des choses qui sont impossibles pour le pouvoir d'achat de tout à chacun. Et la voiture, je reviens sur l'exemple de la voiture, je suis la 3e ville d'Île-de-France, dans les villes de cette strate-là, en termes de pistes cyclables. Donc, je fais mon boulot pour qu'il y ait des circulations alternatives. Mais on ne peut pas se passer de la voiture.
On ne peut pas se passer de la voiture. Et moi, je le dis franchement, acheter une voiture électrique ou acheter une voiture hybride rechargeable, ça coûte extrêmement cher. Et on ne peut pas être dans l'incantation et dans la culpabilisation permanente de nos concitoyens. Eric Piolle, vous avez l'impression d'être dans l'incantation et culpabilisation? Non, alors, je laisse Mme Portelli à ses commentaires. C'est absolument sidérant. Juste regardons. En 1980, 20 millions de voitures en France. 2020, 40 millions. On a doublé le nombre de voitures. Donc évidemment que la solution, vous n'entendrez pas les écologistes défendre le tout voiture électrique. Il faut réduire le nombre de voitures. Ça veut dire que nos besoins de déplacement ayant augmenté par l'éclatement du monde du travail, par l'éclatement des familles, etc., nous avons besoin de solutions de déplacement. La solution de déplacement qui a été choisie à Montpellier, la gratuité, elle pose quoi comme enjeu? C'est quelle est la capacité à investir. Je vous rejoins totalement et je rejoins ce que disait Luc tout à l'heure. Donc nous faisons des gratuités ciblées. Donc pour les Grenoblois, c'est à peu près un tiers de la population qui peut avoir la gratuité des transports. Nous voudrions des gratuités ciblées également pour le week-end. Ça a été fait là aussi et ça coûte pas très cher parce que là, ça change pas les investissements. Quand vous passez à la gratuité totale, il faut des moyens financiers qui arrivent d'ailleurs. Voilà, l'éducation, c'est gratuit, mais ça veut dire que c'est financé par l'impôt. Donc vous n'avez pas eu les moyens de mettre en place la gratuité totale? Je pense qu'il faudrait y arriver à un horizon de moyen terme, mais il faut trouver des sources de financement. L'échelle pour le territoire grenoblois, on avait fait des études, c'est 90 millions d'euros. Il y a des solutions qui peuvent, en attendant, être beaucoup plus pertinentes. Nous avons fait une étude mobilière avec des scientifiques de l'INSERM donc une équipe de scientifiques qui a dit si nous atteignons les seuils de pollution de l'air de l'Organisation mondiale de la santé en 2030, nous gagnerions, et par une solution qui s'appuie beaucoup sur le vélo électrique, qui est moins cher en termes d'infrastructure dans les zones où il n'y a pas de moins de réseau, nous gagnerions sur le territoire grenoblois uniquement, donc 700 000 habitants, le bassin grenoblois, 8 milliards et demi d'euros d'ici 2045. 8 milliards et demi d'euros d'ici 2045. Donc là aussi, en prenant en compte une photo globale, nous pouvons arriver à pousser des solutions qui sont intéressantes. Voilà, l'autopartage à Grenoble, c'est des centaines de voitures en autopartage. Moi-même, alors que je suis père de 4 enfants, j'ai lâché ma voiture en 2015. Jamais j'aurais pensé que j'allais le faire. Au bout de 2 fois qu'elle était tombée en panne, ça m'a énervé. Je me suis dit, je suis écologiste, il y a un moment, il faut essayer de s'aligner petit à petit avec ces valeurs. Arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger trop de viande, etc. Donc cet alignement, il est progressif. Et en fait, ça marche et je dépense moins d'argent aujourd'hui avec l'autopartage que je n'en dépensais avant avec les véhicules. Et puis sur le véhicule, il ne faut pas oublier, à Grenoble, là, maintenant, c'est 60% des ménages qui ont un véhicule. Ça a baissé de 10 points en l'espace d'une grosse dizaine d'années. Donc ça veut dire que les 40% restants, évidemment, il y a des gens comme moi qui ont lâché leur voiture parce qu'on change de mode de vie, mais le gros, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Donc c'est là que les solutions que nous offrons de transport en commun ou de mobilité douce avec le vélo, avec des stages de remise en selle. Dans les zones rurales, je ne sais pas, en fait. Vous regardez, dites c'est pas possible. Moi, je sais que c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible d'être sans voiture. Ok, il faut avoir des moyens de locomotion, mais aussi, on peut aussi imaginer des moyens de locomotion de taxis collectifs. Et effectivement, il faudra garder des voitures. Il y a des villages où maintenant, ils font des voitures partagées. Non, mais ça suffit et puis sur le vélo, en Allemagne, ils font 20 bornes à vélo. Nous, on se disait, non, en fait, il y a encore 10 ans à Grenoble, nous sommes capitale. Je vous ai laissé parler, Madame Portelli, s'il vous plaît. Nous sommes capitale française du vélo depuis 2017. Mais quand on a commencé, on se dit, non, quand il pleut, on peut faire de vélo, quand il neige, on peut faire de vélo, machin. Puis maintenant, en fait, tout le monde s'y fait. Et puis on regardait les Allemands, on regardait Copenhague, on regardait Amsterdam, avec des météos pourris. Il se trouve que j'ai 4 enfants. Oui, mais d'accord, mais quand vous faites vos courses, vous êtes bien obligé d'avoir une voiture pour mettre dans le coffre. En fait, maintenant, il y a des vélos cargo, il se passe plein de choses. Donc dans les milieux très denses, ça marche. Et ailleurs, il faut des solutions qui sont adaptées. Et il y a plein de gens qui, s'il n'y avait que des gens qui ont besoin de leur voiture, qui avaient une voiture, en fait, il y aurait moins de pollution de l'air d'une part, et d'autre part, moins de bouchons. Voilà, donc il faut des solutions adaptées. Le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'effectivement, il ne faut pas faire porter la charge sur ceux qui vivent les contraintes du système. C'était pas contre les voitures, des Gilets jaunes. C'était en fait sur dire vous venez nous taxer, vous avez vendu du diesel et maintenant vous venez nous dire que nous sommes coupables. Donc cette culpabilisation de l'individu, effectivement, je suis contre, elle génère des réactions fortes et c'est normal parce qu'il faut de la justice. Dans tous les mouvements de transition, il faut de la justice.
Moi, je voudrais déjà rappeler que ça ne dépend pas que des maires, parce que ça dépend des autorités de mobilité, de transport, d'organisation des transports, donc principalement des régions pour les parties plus larges et des intercommunalités dont les maires, évidemment, font partie, premièrement. Deuxièmement, il y a des villes comme Montpellier, il y a Dunkerque, il y a Châteauroux qui ont décidé d'offrir. Parce que la gratuité, ça n'existe pas, il y a toujours un payeur. Donc c'est offert par le contribuable, puisqu'il n'y a plus d'usagers qui contribuent, c'est le contribuable. Je prends l'exemple de Nevers où le ticket à l'unité, c'est moins cher en abonnement, 1,50 €. Si on voulait équilibrer, je ne dis pas gagner de l'argent, on n'est pas là pour ça, il faudrait le vendre 7 €. Bon, donc le différentiel, qui le paye? Et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est une des politiques publiques des intercommunalités qui coûte le plus cher. Et l'offrir, ça veut dire qu'on rogne sur d'autres politiques publiques. Il n'y a pas de mystère, les collectivités ne jouent pas au loto pour combler. Donc c'est un vrai enjeu, et je comprends que certains le fassent, parce qu'ils ont peut-être la possibilité, beaucoup d'entreprises sur la taxe transport. Moi, si je prends l'exemple de mon intercommunalité, ça serait une catastrophe parce qu'on ne pourrait pas assumer ce différentiel. Par contre, on augmente la tarification sociale, la gratuité pour les jeunes, toutes les vacances scolaires. Il y a moyen d'aider l'usager, effectivement, à ne pas payer. Par contre, moi, j'avais un autre enjeu qui était de faire revenir des gens en centre-ville, dans un département très rural, à part l'agglomération qui fait autour de 200 000 habitants aujourd'hui. Tous ces gens-là du Morvan, ils ne vont pas venir en vélo cargo avec une population en moyenne de plus de 65 ans pour 35%. Je ne vais pas leur imposer ça. Donc, j'ai fait le stationnement gratuit, offert, pour le coup, offert. Je renonce à 1 million d'euros. Je ne dis pas que je vais le garder 30 ans. D'abord, je ne serais peut-être pas élu 30 ans. Mais blague à part, voilà, pour moi, ça a été une façon de remettre du flux dans le centre-ville. Parce qu'il y a des zones bleues avec les commerçants et puis des zones blanches. Et c'est un renoncement pour moi d'1 million à peu près chaque année que j'aurais préféré garder. Mais c'est un autre effort. Et c'est 30 à 50 € de pouvoir d'achat chaque semaine que je redonne aux gens autrement. Autre thème, la question du logement. Il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur ce sujet, bombe qualifiée par beaucoup de bombe sociale. Mais peut-être un mot, puisque était examiné il y a quelques jours au Sénat un texte qui visait notamment à revoir la loi SRU sur les quotas de logements sociaux. Est-ce qu'il faut revoir cette loi? Non, je ne le crois pas. Moi, je suis fermement contre. C'est une loi qu'il faut conserver. Je peux regretter que certaines collectivités, comme mon département ou la région Île-de-France, ne financent plus le logement social quand nous dépassons dans nos communes justement ces 25%, sauf dans les programmes de renouvellement urbain. 30%. 30%, c'est un choix, bon, c'est comme ça. Mais je vais être très pragmatique. Lorsque Emmanuel Macron a décidé de supprimer la taxe d'habitation, aujourd'hui nous sommes remboursés de ce que nous percevions en 2019. Moi je suis un maire bâtisseur. À la fin de ce mandat, j'aurais livré 2500 logements. Mais je n'ai pas du tout les recettes fiscales afférentes à mes nouveaux logements. Et donc aujourd'hui, alors que je réponds à une des majeures difficultés, la question qu'on nous pose tout le temps, comment je peux être logé, et c'est aussi un sujet extrêmement important si on veut redonner envie à des couples de faire des bébés sur la question de la natalité pour pouvoir se loger. Et même quand on décide, ce qui est mon cas, de faire du logement social encore, alors que j'ai 40% de logements sociaux, mais c'est la double peine pour le maire. Pourquoi ? Parce que il n'aura pas la taxe d'habitation, mais il ne touchera pas non plus pendant 15 ans la taxe foncière, puisque les bailleurs en sont exonérés. Et tu crées du service public. Et je fais le choix pourtant de continuer à construire. Je construis des nouvelles écoles, j'en agrandis, ce qui veut dire que je crée, soyons très concrets, des classes. Donc je recrute des ATSEM, donc j'alourdis mon budget de fonctionnement. Et pourtant, j'ai des finances très saines. Je finis mon mandat à 4 ans d'endettement et j'ai mis 100 millions d'euros d'investissement en 6 ans sans jamais avoir eu recours à l'emprunt. Mais à un moment donné, je sais exactement quand je vais avoir mon effet ciseau. Et donc, si les politiques qui nous gouvernent n'ont pas le courage de dire que c'était la plus grosse bêtise, cette suppression de taxe d'habitation, alors, quels que soient les projets de loi, quelles que soient les envies parlementaires, celui qui tient le stylo pour construire du logement et donner un permis de construire, c'est le maire. S'il n'a pas les moyens de le faire, vous pourrez sortir les meilleures idées du monde, ça n'avancera pas. C'était une erreur de supprimer la taxe d'habitation? Non, c'était pas une erreur. D'abord, c'est démagogue à mort. C'était un problème politique. On ne peut pas reprocher au président de la République, quel qu'il soit, quand il est élu, de respecter son programme. Les Français sont assez déçus quand ce n'est pas le cas. C'est le seul impôt supprimé qui n'a jamais été remplacé. C'est du pouvoir d'achat qui a été redonné aux gens, plus la taxe audiovisuelle. Aucune collectivité à l'instant T n'a perdu puisqu'on a été compensé par l'État. Ce qu'on a perdu, effectivement, c'est bien sûr que personne n'a perdu à l'instant T. Après, ce qu'on a perdu, c'est le pouvoir de la revoir, cette taxe d'habitation, parce qu'on avait la main notamment sur les taux. Bon, n'empêche que pour les Français, ça a été. Il y a un autre enjeu de logement. Revenez mailler la province, parce que quand on voit le nombre de gens qui saturent dans des mètres carrés très chers, évidemment, je presse pour ma paroisse, mais revenez mailler la province. Ça coûte beaucoup moins cher le logement. Moi, la loi SRU, un mot peut-être. Pourquoi
il faudrait ne pas réfléchir à la porter peut-être à un niveau d'intercommunalité, parce que j'en ai encore commune par commune. On voit aussi quelque part, il y a des communes qui ne veulent pas jouer le jeu, alors elles sont parfois pénalisées, mais je trouverais plus logique, encore une fois, pour mailler les intercommunalités, peut-être de la porter à un niveau intercommunal, comme d'ailleurs la taxe foncière. Juste en 2 mots, parce que je ne veux pas monopoliser, j'ai oublié de donner aussi l'exemple de ma commune, 63% d'habitants locataires, 37% d'habitants propriétaires. Donc je fais porter toutes mes politiques publiques sur un habitant sur 3. C'est pour ça que je suis contre. On va emmener tout ça, mais il y a peut-être moyen autrement de faire participer tout le monde. C'est pour ça que je suis contre la suppression de la taxe d'habitation. Moi, je pense qu'il aurait dû y avoir à la limite un impôt unique pour les propriétaires et les locataires, mais déjà pour qu'il y ait l'idée quand même que payer l'impôt local, ça veut dire qu'on assume de participer à des services publics. Quand vous faites engueuler par des gens qui vous disent il n'y a pas assez, il n'y a pas ceci, alors qu'en plus ils ne contribuent pas, ça agace aussi. Mais je pense que c'est éducatif parfois l'impôt, mais il faut qu'il ait du sens. Sur le logement social, la loi SRU, il faut du logement social. En Ile-de-France, 80% de nos compatriotes sont éligibles au logement social. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher, il y a une raréfaction du foncier, et la construction s'est effondrée sous le mandat d'Emmanuel Macron. Mais à côté de ça, moi je pense qu'il faut quand même l'assouplir. Parce que comme c'est un système de pourcentage et qu'à chaque fois qu'il y a de la construction, vous devez remettre du logement social, en fait c'est un jour sans fin. Puis ce qui est dommage aussi, c'est que dans les quotas de la loi SRU, il y a des tas de typologies de logements sociaux que vous ne pouvez pas mettre si vous n'êtes pas au 25%. Moi, je ne suis pas au 25%, non pas parce que j'en ai pas construit, mais parce que mon prédécesseur socialiste n'en avait pas fait assez. Il y a aussi le problème, excusez-moi, de la ghettoisation dans certains quartiers. Et puis moi, le problème que j'ai sur la construction, je fais la construction, mais moi, c'est les Verts qui attaquent en justice en permanence. C'est-à-dire aujourd'hui, on nous dit artificialisation, etc. Mais alors, ils ne vivent pas dans des yourtes. En général, ils vivent dans des très beaux quartiers. Mais pour nous, c'est extrêmement difficile. Alors, moi, je ne suis pas contre la construction. Je suis contre la construction, c'est comme la voiture à construction qui pollue. Aujourd'hui, on fait des logements qui, justement, ne sont pas des logements qui sont énergivores. On fait des logements propres. Donc, il faut assouplir les contraintes écologiques pour vous. Non, c'est les recours en justice en permanence. Moi, j'ai perdu comme ça 3 ans pour faire des résidences inclusives. Donc, c'est dommage. Et excusez-moi, les recours en justice, ça peut pourrir le mandat d'un maire. Et quand on vous dit il y a des logements vacants, moi ça fait 6 ans que je leur dis où ça dans ma commune. Parce que les logements vacants, c'est quand vous par exemple vous vendez votre appartement, votre maison, c'est considéré comme un logement vacant. Donc moi dans ma commune, ce que l'INSEE indique comme logement vacant, c'est pas des logements vacants. Éric Piolle. Oui, d'abord, effectivement, on peut dire que nous avons un problème majeur de logement, un problème majeur d'hébergement. 350 000 personnes sans domicile, c'est-à-dire qui vivent chez des tiers ou dans leur voiture ou dans des squats et bidonvilles ou même à la rue. C'est un problème majeur et le logement est la dépense contrainte qui a le plus grossi, ça a doublé. Et pour les personnes les plus fragiles, maintenant, c'est 2/3 de leurs dépenses, donc c'est un élément majeur. Suppression de la taxe d'habitation, vous pouvez dire que c'était bien. 18 milliards, il y en a 10 qui sont partis pour 80% de la population, 8 qui sont partis pour les 20% les plus riches. Donc la suppression de la taxe d'habitation, ça a principalement enrichi les plus fortunés, même si ça a été un gain de pouvoir d'achat pour tout le monde. Mais c'est 8 milliards pour les 20% les plus riches. C'est du délire. On va terminer parce qu'on arrive bientôt juste, au bout de ce débat. Nous sommes passés de 21 à 25% de logements sociaux sous mes mandats, donc un effort de construction important. Rénovation thermique, il faut le dire, parce qu'on peut pas, tout le monde ne rentrera pas dans des logements neufs. 6 000 logements privés, 4 000 logements publics, donc 10 000, c'est plus de 10% du parc grenoblois qui a été isolé ces 12 dernières années. Et donc il faut continuer cet effort d'isolation, à la fois pour baisser les consommations d'hiver, mais aussi maintenant penser aux canicules d'été. Parce que là aussi, c'est nos concitoyens les plus vulnérables qui partent en plus le moins en vacances. Un Français sur 2 ne part pas en vacances, qui vivent dans des... maintenant, si vous êtes nostalgique de la taxe d'habitation, vous pouvez faire un don à la ville de Nevers, il n'y a pas de souci. On termine ce débat, puisque c'est municipal. Elle se déroule dans un contexte national chargé, crise politique, crise budgétaire, et puis la perspective de 2027 qui s'invite dans la campagne. On l'a vu ce week-end à Tours, où on vous retrouve, Valérie Pernette. Bonjour Valérie, merci d'être là, reportrice à la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Et il s'est passé des choses ce week-end chez vous. Oui, bonjour. Alors effectivement, ce week-end, on a vu débarquer un certain nombre de ténors de la scène nationale de l'Union de la gauche. On avait quand même Lucie Castet, Marine Tondelier, Olivier Faure, Clémentine Antin et aussi François Ruffin. Ils sont tous venus soutenir le maire sortant, l'écologiste Emmanuel Denis, qui connaît bien Monsieur Piolle. Donc ils sont tous venus pour lui. Ils parlaient évidemment des municipales, mais ils avaient aussi en tête évidemment la présidentielle. Ils sont venus soutenir Emmanuel Denis qui fait comme en 2020, il fait une union large à gauche autour de lui, mais cette fois, à la différence de 2020, son actuelle adjointe, la LFI, fait bande à part, donc c'est un petit peu différent quand même
l'union de la gauche a un petit peu changé. Donc à Tours, c'est l'union de la gauche sans LFI. À quelques kilomètres de Tours, à jouer les Tours, c'est un autre cas de figure. Là, la liste qui se présente comme celle d'union de la gauche, elle est conduite par un militant de la France insoumise. Et derrière lui, se sont rangés des militants socialistes, des militants écologistes, communistes ou autres, ou d'autres partis, et bien sûr des citoyens non encartés. Mais du coup, la conséquence de cela, c'est qu'une autre liste social-démocrate s'est montée avec un militant socialiste qui est suivi, lui, par des modems. Donc, à gauche, à jouer les tours, les électeurs de gauche auront le choix face au maire sortant, qui est un ancien membre des Républicains. Frédéric Augy, c'est un élu de droite. Merci beaucoup. Et je voulais vous parler d'un troisième exemple à Saint-Pierre-des-Corps, qui est assez étonnant dans cette histoire d'union de gauche. Car là, dans cet ancien bastion communiste, Saint-Pierre-les-Corps, c'était vraiment une ville communiste. Les socialistes, les écologistes et les communistes partent ensemble, mais ils ont trouvé un accord assez inédit. Ils ont annoncé que s'ils étaient élus, le maire changerait en cours de mandat. Le communiste donnerait au bout d'un moment le poste de maire aux socialistes. Voilà, merci, donc je voulais avoir un petit peu l'avis des candidats. On voit effectivement, c'est compliqué. Je vais peut-être juste vous faire réagir, vous, Luc Arvounas et Éric Pell, ça vous concerne plus directement. Est-ce que quelque part ça vous rassure, vous vous dites, bon ben sur le plan local, chacun fait sa vie à gauche, ou est-ce que vous vous dites, c'est un peu le bordel chez nous quand même? J'ai entendu votre consoeur, c'est un peu les commentaires du Café du Commerce là. Excusez-moi, il y a 35 000 communes en France, il y a 35 000 situations différentes. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'elle parle aussi de situations tout aussi singulières du côté de la droite et du bloc central. C'était très orienté comme propos. Moi, j'ai rassemblé toute la gauche sauf LFI. C'est un choix politique. Je ne me retrouve pas dans leurs valeurs. Ils étaient contre moi en 2020, ils ont toujours été contre moi aux législatives, contre moi en 2026. Et c'est très bien, au moins les choses sont claires. Merci. Éric Pell. Bon, cette élection, elle se passe à 1 an de la présidentielle, donc évidemment que la question centrale, pour la première fois, nous allons avoir une élection présidentielle où il y aura un vote utile de premier tour. Qui sera la personne propulsée en numéro 2 derrière l'extrême droite qui, a priori, sera en tête? Donc ça joue sur des recompositions. Chez nous, à Grenoble, vous voyez, on peut aussi parler de la droite. Il y a une liste Renaissance, une liste Horizon, une liste LR, une liste RN. Donc, et on va suivre c'est la fête. RN, c'est pas la droite, c'est l'extrême droite. Chez nous, c'est Carignon chez les LR, donc il y a une porosité très claire entre les LR. Je pense que les habitants sont attentifs plus qu'à l'étiquette, à la personne et au projet qui vont être portés. Et on va terminer là-dessus. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On va continuer par les municipales. On va aller à la rencontre du plus vieux maire de France. Il s'appelle Guy Delattre. Il est élu dans la Somme. Il a 94 ans et il se représente. Mes parents sont nés là, mais mon grand-père aussi a été maire quelque temps aussi. Donc toutes mes origines, ils sont Gorges. Donc moi, nous c'est Gorges depuis bien longtemps. Les affaires de la mairie, Guy Delattre les gère le plus souvent seul. Une secrétaire vient lui prêter main forte quelques heures une fois par semaine. Pour le reste, l'édile de 93 ans a dû rester à la page. On va regarder les mails. Donc on va se connecter. Et voilà tous les mails. Vous avez l'air de bien connaître. Ah oui, il y a quand même un minimum, oui, bien sûr. De temps en temps, je viens à la mairie, puis je viens regarder un petit peu les informations, s'il y a des mails nouveaux, quelque chose qui puisse m'intéresser, si vous voulez.